Assalamu alaikum, Mandibella. Bien fidèles auditeurs, et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui dans l'émission Face au Konkan, nous avons avec nous quelques amis d'une association française qui se nomme Atelier Nord-Sud et ils sont là dans le cadre de la promotion de la musique malienne, car c'est une association qui œuvre pour l'échange culturel entre la France et les pays africains. Aujourd'hui ils sont au Mali, demain ils peuvent être ailleurs. Donc là avec nous, et nous allons parler des difficultés que rencontrent les artistes maliens ici à Bamako, au Mali en général. C'est vrai, le problème, ça reste les mêmes, c'est le problème d'un problème financier. Quand on n'a pas de soutien financier, c'est pas ça dire que le travail ne peut pas se faire, car il faut des investissements pour qu'un artiste puisse réaliser une œuvre. Quand on regarde un peu dans le monde des artistes, c'est ces choses-là qui sont primordiales. Si on n'a pas le matériel de travail, ça veut dire que le travail ne pourra pas se faire, mais ils tentent quand même leur chance. La musique, c'est très difficile. Il faut que vous calculez. Je peux te dire que j'ai un succès fou, mais je suis dans la galère. Hein. Même j'ai pas une bicyclette. Ouais. Hein? J'ai emprunté les sotramas, les câbles de transport. Bon, le djembé, c'est un instrument traditionnel, quoi. Le djembé, avant, ça joue, il y avait des fétiches dans les brousses. Donc les fétiches là, lui, il s'appelle comment, quoi. Je sais que le djembé, c'est quelque chose que ça joue dans les brousses depuis que nous, on ne connaît pas, quoi. Depuis nous, on ne savait pas qu'on doit naître, quoi, tu vois. Bon, le bois là, ça vient jusqu'à dans les brousses, quoi. Parce que quand tu voulais faire des djembé, tu ne peux pas chercher un arbre qui est petit comme ça. Il faut un arbre qui est très très gros. Ouais, il y avait du bon bois, il y avait du mauvais bois. Par exemple, il y avait des bois là. Ces bois là, c'est l'inquet. Le djembé qui est là, c'est l'inquet. Mais il y avait des bois aussi. Des bois. Il y avait des galas, des bois. Il y avait des cassia, des bois. Tout ça, ça fait du djembé. Quand tu as le drum de pou, le pou de chèvre, c'est ça qui est très bien laissé. Quand tu as mis le troupeau, mais si c'est le pou de chèvre, ça va passer. Tu peux mettre de l'eau, il y a un peu de différence dans notre djembé avec le djembé de Guadeloupe aussi. Bon, même dans le djembé, ça vient du continent aussi. Tu vois. Quand tu voyais le djembé du continent,
rythme là, si c'est solide, nous on joue ça ici, c'est comme ça quoi. Je vais amener les autres drums là, je vais les montrer comment les Ivoiriens jouent aussi les solis. Là où il y avait des enfants, bon, en Afrique ici, il y avait des cérémonies de solis là-bas aussi quoi. C'est pour cela que ça a été joué différemment comme ça quoi. Donc ça c'était les Ivoiriens qui jouent les solis comme ça. Bon, quant à ici à Mali, il y avait beaucoup de rythmes traditionnels ici. Tu vois, par exemple, il y avait un rythme qui s'appelle Sounou. Nous on joue ça ici. Populairement, il y avait des rythmes Sounou. Populairement, il y avait des rythmes traditionnels du Sounou aussi. Même ça fait différent, même les Doulou, même les djemmi accompagnement, ça fait différent aussi. Donc, si c'est des populaires, les Sounou populaires qu'on joue au Bamako même ici, c'est fait comme ça. Ça, après ça, ça change, ça va vite aussi quoi. Il y avait du maraca qui est habitué à Bamako ici, qui ont adapté ici, tu vois, qui ont devenu Bamakois même quoi. Tu vois, ce n'était pas des broussoirs même encore quoi. Donc, et ce qu'elles dansent et que ce que les broussoirs dansent, il y a un peu de différence de cette danse, des deux danses là. Par exemple, les gens peuvent venir t'appeler aussi comme ça, ce sont des kassonké, tu vois. Mais ce sont des différents des autres. Donc, tu vas là-bas aussi, il faut que tu n'as qu'à faire des rythmes traditionnels du kassonké, quoi, tu vois, pour que peut très bien danser. Donc, ça va aller comme ça, quoi. Là, si tu ne peux pas faire ça, c'est grave, quoi. Moi, je suis un soliste, en vrai dire. Je suis un soliste. Mais je peux jouer aussi des djemmi comme ça et puis je peux danser. Si je veux même, je peux chanter quoi. Je vais mettre celui qui s'appelle Moussa Fangé. C'est mon ami, bon, c'est mon maître aussi parce que lui, c'est depuis on est tout petit, on est ensemble, on joue depuis qu'on partit chercher les petites boîtes de lait là. On vient fabriquer comme djemmi, on joue depuis qu'on est petit. Donc...
pas comme on considère l'artiste comme un charlatan, comme un vanifié. Il y a une sorte de contradiction dans la perception de l'art. On aime, les gens aiment l'art, écouter les musiciens, regarder les comédiens, ils y trouvent leur plaisir, mais personne ne veut pratiquement qu'un artiste sorte de ses rangs. La société ne perçoit pas très bien le travail des artistes. La société, cette société, je dirais islamique ou islamisée, perçoit très mal le travail des artistes. C'est pourquoi elle ne peut pas donner, disons, elle ne donne pas de la valeur à ce travail. Dans notre pays, il y a beaucoup d'artistes qui ne sont pas allés à l'école, qui sont venus comme ça de la musique parce que leurs parents chantaient, leurs pères, leurs mères. Il y a même des castes qu'on appelle les griots, où on est chanteur presque. On vient là-dedans quand on le veut parce que son père a chanté, sa mère a chanté. En Afrique, donc plus précisément au Mali, il y a les griots et il y a les artistes. Les griots, c'est ceux qui font les louanges. Pour les autres artistes qui ne sont pas griots, sont habilités à faire de la musique, mais pas à chanter les louanges. Il y a des artistes à part qui ne sont pas des griots qui font le reste des animations. Donc c'est deux choses différentes on a tendance à confondre. Et je crois que cela a des répercussions sur la vie des artistes. Parce qu'il y a des gens qui peuvent chanter sans griotisme. C'est vrai. Voilà. Ça, c'est des musiciens, c'est des artistes. Voilà, c'est l'artiste. ITV Yacoub à la Rivière, 2e. 3e. Première. أنا دواتا أنا هذا شات لا أرسل أنا هذا بنا هذا هذا بنا ولا متى فلera نمونا فما دومنا Yacoub. Et où on va maintenant là? Il va toi Jean. On va à Bouzoula, on t'attend de Bouzoula. On y va à Bouzoula. Vous avez laissé du temps à cause de ça.
La vie, le savoir ce n'est rien. Hein? Il faut continuer à aller à l'école. C'est les outils sont pour nous une boussole. Il nous permet de nous réduire nos lettres sans avoir secours par personnalité. Sans avoir secours personnalité. Par exemple, celui qui n'a jamais été à l'école, lui, il ne peut rien s'exercer dans la société. Sauf s'il a pratiqué quelques métiers dans la rue, tels que le mécanisme, la maçonnerie, la menuiserie, etc. Mais là aussi, vraiment, moi, je me suis quitté à l'école. Quand nous étions en 4e année, on a commencé de jouer avec lui-même. C'est un de nos grands frères, quoi. On a essayé d'apprendre ce qu'il joue, on va lui aider, quoi. Bon, c'est ça qu'on a fait pour aujourd'hui même. Grandi un peu, et ça fait longtemps, depuis des années, on est en train de jouer au savoir. Mais nous, on n'a pas eu la main. On a eu, voilà, ça carrément. Les Wolofons jouent avec 3 savars, nous on joue avec 4 savars. Nous ne sommes pas les mêmes choses, mais ce sont les mêmes rythmes qu'on joue, mais ce ne sont pas les mêmes danses. Pour moi, la fille fait rire aux garçons. Devant nous, derrière, quoi. Si on nous demande, parce que les filles sont plus rapides et puis ils sont chauds, quoi. Les garçons aussi peuvent se correctifier avec les filles, quoi. On descend, les filles descendent aussi. Souvent on chauffe rapidement, les filles chauffent avec nous-mêmes. Après on descend, c'est ça. Demeure quand même, la difficulté demeure parce qu'ici au Mali, les artistes, même si ils arrivent à avoir une aide pour faire la musique, en faire leur métier, et mettre les cassettes sur le marché, il y a tout un circuit qui se permet de pirater ces cassettes-là, de faire une concurrence déloyale aux artistes. Les gens n'achètent pas. Dès qu'il y a un album qui sort, ça prend un peu le temps, ça prend un peu de hit, les pirates rentrent. Mais vu la proportion de la piraterie, parce que j'ai oublié certainement de vous le dire, il y a 5% des cassettes légales au marché.
5% des cassettes légales. Sinon, les 95% des autres cassettes là, sont des cassettes pirates. Piratage. Ouais, c'est le plus grand problème des musiciens maliens actuellement. Le piratage. Parce qu'il y a plusieurs formes de piraterie. Il y a la piraterie sous forme locale, des cassettes fabriquées artisanalement. Nous, on le fait industriellement. Ouais. Mais eux, ils le font cassette, copie, cassette. Et comme jaquette, ils font les photocopies en couleur des jaquettes. Donc, au bout de 3 jours, la cassette est sur le marché. Mais cette forme de piraterie n'est pas tellement dangereuse. La plus dangereuse, c'est la cassette importée à partir de l'Asie. Et la même cassette est envoyée le même jour, c'est-à-dire le jour de la sortie, par DHL très souvent, en Asie. Et qu'est-ce qui se passe? Ils le font, au bout de 2 mois, les cassettes viennent en conteneur. Bon, les risques sont énormes. Les risques sont énormes. Quand tu mets de l'argent sur un artiste, avec la piraterie, tu n'es pas sûr de récupérer ton argent. Piratage, parce que il y a encore du piratage, même les producteurs ne sont plus clairs. Ils mettent le tout sur le dos des pirates, alors qu'eux-mêmes ne sont pas clairs. Par exemple, moi qui ai produit Benguet, je n'arrive pas à avoir mon argent. Est-ce que moi je suis prêt à produire un deuxième? À l'heure actuelle, je ne suis plus prêt à produire un artiste. Parce que ce que j'ai mis dans Benguet, je n'ai pas pu récupérer, les pirates sont partout. Bon, la piraterie est un fléau, c'est vraiment une réalité au Mali. Parce que vous imaginez, le Mali a tellement de frontières que le BMDA ne peut pas seul juguler ce fléau. Les cassettes rentrent n'importe comment. Mais ici, les gens se permettent de vendre les cassettes pirates au vu eux aussi de tout le monde. Parce qu'ils ne craignent rien, ils savent que rien ne peut leur arriver. Donc le BMDA ne se trouve pas à la frontière pour contrôler les entrées de cassettes. Donc c'est pour vous dire que le marché est inondé de cassettes pirates. Si la douane met le paquet, parce que il y a quelques mois, ils ont quand même pu saisir un conteneur de cassettes qui avait été déclaré des pantalons. Mais quand même, la douane a pu mettre la main sur ce conteneur. Au niveau de la frontière? Au niveau de la frontière. Ils ont conduit le conteneur jusque dans la cour. Ces cassettes ont été même incinérées. Mais il faut qu'il y ait une continuité dans ces actions. Il ne faut pas que ça s'arrête à une action spectaculaire pour brûler les cassettes. Pendant 2 jours, on en parle et puis c'est fini. Aujourd'hui, on a brûlé les cassettes. Aujourd'hui, la piraterie est revenue comme avant. C'est comme si on n'avait rien brûlé. Démontrer au public que le piratage est aussi grave, c'est un vol aussi grave que piller les récoltes d'un paysan. Quand les gens auront compris ça, je crois qu'ils pourront lutter contre le piratage. J'ai commencé l'apprentissage du djembé au Mali, donc auprès de Sega Sidibé de Bamako. Donc il est devenu mon papa, d'où le Thomas Sidibé. Et petit à petit, soit au Mali, soit en France, j'ai fait un nyaraminage. Nyaraminage, ça veut dire un mélange en fait de ce que j'avais appris là-bas, de ce que je peux vivre ici en France, ce qui donne des morceaux. Dans le pays de ce qu'on appelle Mali, c'est là dans cette région que moi je me
sang Irish, j'ai né dans tous les quartiers de la capitale, Bamako City, Badamou, Dar Salam, ou bien Jikoroni, j'ai dit que tout le monde est cool. Tous tes amis que ce soit Jikoroma, Moussokoroma, les potes sous les petits, j'ai dit que tout le monde est cool. Tous tes amis que ce soit Jikoroma, Moussokoroma, les meufs sous les petits, on va du dabiri 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 ni. Avec tes roulis en écoutant la musique, on va du dabiri 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 ni. Avec tes roulis en écoutant la musique. Lui, Thomas, au début, son projet c'était simplement enregistrer ses morceaux. Il en a fait 10 avec des musiciens donc, du Mali et des musiciens d'ici. Et puis là après ça s'est transformé en tournée et ici en France. Et on espère pourquoi pas au Mali. Enfin, moi j'adorerais partir au Mali, ça c'est clair. Et ça fait plaisir de jouer au Mali parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en Bambara, donc les gens comprennent facilement, parce que déjà c'est en plein air, parce que les gens sont chauds, parce qu'il y a une chaleur qui est là. Mais en France c'est cool de jouer parce qu'il y a des bonnes salles, il y a du bon son, il y a le moyen de faire venir du monde, le moyen d'en vivre aussi, ce qui est plus dur au Mali. Il y a ce problème de matériel, sono, voilà quoi, c'est surtout ça qui s'oppose au Mali quoi. Sinon il y a les concerts. On fait quand même des concerts malgré qu'on n'a pas assez de choses. On fait avec le peu qu'on a. Il y a toujours des concerts à Bamako, mais avec des matériels pas comme ici quoi. Ça se passe à la malienne, voilà. Là, on a la chance en France d'être pris en main par l'association Furax, qui fait tourner différents groupes, et donc qui gère les problèmes qu'on rencontre, c'est-à-dire le problème de véhicules, d'hébergement, de nourriture, de son, de s'assurer que le son soit bien là, de trouver les concerts et tout ça. Je pense qu'il y a aussi une question de chance de jouer avec un groupe qui va jouer en France déjà. Cette chance n'est pas donnée à tous les Africains aussi, quoi. Il y a quelques peu de groupes déjà en Afrique qui tournent et en général les groupes qui viennent tourner sont déjà formés depuis longtemps. Les bons côtés, c'est ce que nous devrons prendre. Nous devrons essayer d'exploiter ces bons côtés entre nous, que ce soit le continent européen, que ce soit le continent africain. C'est comme un échange de culture. C'est très normal que nous essayons de nous donner ces échanges-là. Et les Maliens, ils viennent en France essayer. Peut-être pas les Maliens, un Africain en tant que tel. Tu vois, je parle comme ça. Prennent à savoir, à connaître les Européens, la culture européenne, la musique européenne. Puisque c'est ce que l'on dit, la musique, elle n'a pas de frontières. Musicalement, on les vit ces expériences-là parce qu'on échange, on voit les arrangements, ce qui va pas, on change des petits trucs dans les compositions. Et après, comme certains d'entre nous, on ne se connaissait pas du tout, on s'interroge autant personnellement parce qu'on devient amis de jour en jour, quoi, que sur la vie là-bas, les sentiments qu'ils ont en arrivant ici. Donc, quand je suis venu ici, en voyant les vieilles personnes, en voyant cette jeunesse-là qui bouge, qui ne fait que bouger avec la musique, je trouve que vraiment, ça m'a donné encore des revivre dans la musique.
His Majesty Empress Selassie I. We got a message for our people, and we call Rasta people. We call Rasta people, and then the Rasta know that we have to give thanks and praise to the Most High. Fools and girls and men, women are created everything and present Rasta man. And if you choose Rasta to be one of his messenger, that's why I don't know that Alice Selassie I is from the threat brother of Judah from Corona for Lion. Yeah, Rastafari. Pour commencer, on va revenir un peu sur ta carrière. Nous savons que tu as beaucoup voyagé. Est-ce que tu peux rapidement nous retracer ton parcours? Lorsque j'avais rencontré des Ghanéens qui faisaient du reggae, tout de suite ils m'ont beaucoup fasciné. Donc là, j'ai fait mes papiers, passeport autres. Je suis parti à Dakar. Par la bénédiction du Tout-Puissant, on allait en Jamaïque. Je dis que ça a véritablement apporté beaucoup de choses dans ma vie. Parce que je ne suis pas rentré au Mali, revenir au Mali financièrement, mais la tête pleine. Quand je partais, je n'étais pas rasta, je n'avais pas le dialogue. Parce que le voyage, on a dit quelque part, c'est le trésor du monde. Et dans quel contexte est-ce que tu as débarqué? C'était en 93? La jeunesse s'est un peu crispée, angoissée. Parce que 92, 91, il venait d'avoir, comment on appelle, le 26 mars, là, le coup d'État. J'étais quelque part un libérateur pour eux. Jusque-là, partout, les gens, les enfants, tout le monde freedom ces chansons-là un peu dans la rue. Donc c'était une joie que je les ai apportées. Aziz, aujourd'hui ça fait presque 10 ans que tu évolues dans le milieu reggae au Mali. Et en tant qu'un des précurseurs de ce style dans notre pays, est-ce que tu peux tirer un bilan? Si je me rappelle bien, dans les années 80, 17, 18, tu ne pouvais pas te mettre devant ta chambre et écouter de la musique reggae. Et quand ils voient les gens avec le drink log comme ça, ils disent que non, c'est des fous, c'est des drogués. Moi qui suis leur fils, moi qui suis leur frère, ils voient que j'ai amené du reggae de l'autre côté. Et aujourd'hui, je te dis, ma musique, le reggae que j'ai fait, c'est écouter un peu dans toutes les familles. Est-ce que tu te considères comme un artiste engagé? Tout à l'heure, quand on était en répétition, tu as écouté un morceau qui parle de vote électoral. Quand l'élection doit arriver, les politiciens viennent, ils achètent notre conscience. Et tu as écouté aussi Troublement 98. J'alertais les Africains, l'atrocité qui tournait autour de nous en Afrique. Hein? Quelque part, si je ne t'ai pas engagé, je ne peux pas entamer des thèmes comme ça. Africa, ça tourne mal. Brazzaville, il tue tout. Abidjan, il casse tout. Bamako, c'est pas possible. Bon, on va parler un peu de ta musique. Tu joues du reggae, mais pas comme les Jamaïcains. Bon, quand tu vas chez nous à Sikasso, notre instrument principal c'est du bolo et du balafou. Pour moi, étant un enfant de cette région, chaque fois que je veux composer, que j'ai des textes, c'est tout de suite, c'est le balani que j'entends dans mon cerveau. Et j'essaie d'interpréter ça. Et je compose ma ligne. Bon, généralement, tu vois, le reggae que je fais directement, les Jamaïcains jouent avec du conga, du bongo, mais moi je joue avec le djembe. Voilà.
Bon, tout à l'heure, quand je suis venu, j'ai assisté un peu à votre répétition et j'ai remarqué que tu ne répètes plus avec la même formation que d'habitude. Il y a eu plusieurs musiciens qui sont venus, il y a plusieurs qui sont partis. J'ai essayé de faire beaucoup d'innovations dans les textes, dans la manière de jouer. Et j'ai trouvé de nouveaux groupes actuellement. Ils ont ce style-là, ils ont le feeling. Après, toujours, s'il plaît à Dieu, la sortie de l'album sur la France, bientôt. On va se jouer ensemble là-bas, France, à Paris, quelque part. J'espère bien. J'espère que ce soir, on va éclater le Zénith. Hein? On va essayer un jour. Quand j'ai dit, je dois continuer à travailler, à améliorer ce que je fais. Un jour viendra, comme les Anglais disent, God time is the best. Respect. Merci beaucoup pour cette interview. Ouais, big up. Yagai, Rastafari. Provide me my food. Never give up. That's the reason why I got to be. Les cabarets sont prêts à exploiter tous les artistes. Effectivement, ça c'est un problème. La faute incombe d'une part aux musiciens. Bon, c'est les musiciens, parce que c'est ce que tu montres qui fait de toi une personne importante. Surtout ce qui m'a beaucoup découragé, parce que tu allais, par exemple, toi tu vas quelque part, tu dis bon, moi je joue à 100 000. Hein? Et après les 100 000, il y a d'autres musiciens qui viennent proposer, je peux jouer 50 000. Bon, 50 000, tu vois la différence. Maintenant, quand quelqu'un fait un morceau, deux morceaux, il court après les producteurs pour enregistrer ces deux morceaux-là. Donc le producteur ne vient plus aux artistes. Il attend que les artistes viennent. Donc tout cela enlève un peu de valeur à l'art au Mali. Mais c'est au sein même de la société. Il faut que nous nous libérions nous-mêmes, à commencer par vous les artistes. Vous libérez du complexe d'artiste, c'est-à-dire du complexe vis-à-vis du reste de la société. Soyez vous-même. Une dernière question. Quelle solution faudrait apporter ici au Mali pour que les artistes y galèrent moins? Il faut d'abord que la presse s'y mêle pour dénoncer les tabous. Les artistes, la presse, tous les médias, il faut qu'ils fassent ensemble, ils travaillent ensemble à former le public. Il faut une synergie des actions concertées de tous les partenaires. Autrement dit, l'État doit jouer un rôle important en mettant des moyens à notre disposition. Les artistes, nous comptons aussi sur l'aide des artistes, tous les partenaires, par exemple la douane, la police, la gendarmerie, toutes les personnes qui interviennent dans ce domaine-là. Donc il faudra que l'État malien croit en la musique malienne, croit à l'industrie musicale au niveau du Mali et accepte de sécuriser cette fonction. Donc aux autorités maintenant de croire à ce qu'ils font, de les aider à promouvoir. Parce que quand même une industrie comme la nôtre peut générer pas mal d'emplois. Tout ce problème-là, ils ne disent rien. On pirate comme on veut, on fait des campagnes à la radio, à la télé, on crie, les artistes ont souffert, il faut trouver des solutions, mais personne ne fait rien. Donc, pour le moment, nous, on ne voit pas de solution. Et la musique est un élément de la culture malienne. Et cette culture doit être valorisée et protégée. Et être malien, ça dit beaucoup de choses. C'est un comportement, c'est une pensée, c'est une musique. Si nous laissons notre musique au profit de la musique américaine ou de la musique zaïroise, être malien va disparaître un petit peu.
Juste une dernière question. Quelle solution faudrait apporter ici au Mali pour que les artistes y galèrent moins? C'est la question bonus. Attends que je réfléchisse. serrer la main, on doit se serrer la main, on doit se serrer la main.